Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Intercepteurs. Comment ça va, Louis? Ça va bien, toi, André? Ça va très bien, merci. Il reste juste 3 games de football. Non, fais pas ça à mon cœur. Ben oui, juste 3 games. Ben oui, on est déjà rendu à la fin de semaine. Là. Ça va être les matchs, en fait, les championnats de conférence. On a eu une semaine, moi je trouve, pour une ronde de division un petit peu décevante. Là. Il y a eu un match qui a été quand même intéressant. Mais sinon, les autres matchs, ben tu sais, il y avait 2 matchs on va commencer par parler de ces 2 matchs-là. Qu'on savait pas mal c'était quoi l'issue de ces matchs-là. J'ai commencé avec le match des Chiefs contre les Jags. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui pensait que les Jags allaient. Belle histoire, les Jags, là, on s'entend. Après l'année qu'ils ont eu avec Urban Meyer, avec Doug Peterson, sont revenus. Ils ont une belle fin de saison, une belle lancée. La grosse remontée la semaine d'avant, j'en ai parlé un petit peu. Ça regarde vraiment bien pour l'an prochain. Pour les Jags, je pense qu'ils ont trouvé l'entraîneur pour Trevor Lawrence. Trevor Lawrence joue très bien. Cependant, du côté des Chiefs, bon, on s'entend, les Chiefs, c'est la dynastie des 7 dernières années, là, depuis que Andy Reid est rentré. Ils ont fait 5 Mahomes a fait 5 finales de conférence de suite. Ouais, là. c'est ça. À gauche. Tu sais, puis même avant ça, depuis qu'Andy Reid Ouais, c'est ça. Depuis qu'Andy Reid est rendu là, on s'entend que c'est comme la dynastie. La seule chose qui est inquiétante pour le match qui s'en vient contre les Bengals, c'est que Patrick Mahomes a eu l'air d'avoir mal, une blessure à la cheville. On l'a vu un petit peu boiter sur le terrain, là. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il s'est fait une entorse supérieure de la cheville, là, dans le fond. Puis comment ça se passe quand ça arrive, c'est qu'il y a 3 tendons dans ta cheville. Puis quand tu te fais ton entorse-là, ces tendons-là, ils n'arrivent pas à soutenir tes os. Fait que tes os, ils s'étirent dans ton pied. OK. Fait que c'est pas idéal pour jouer au football. Ben non, ben vraiment pas. Ben on va en parler un petit peu plus tard là, quand on parlera de nos prévisions des matchs, des 2 derniers matchs, en fait, des deux finales de conférence. Sinon, je vais revenir aux Jags. Les Jags, pour vrai, dans la division dans laquelle ils sont, s'ils continuent sur la lancée qu'ils sont, là, on s'entend, là, ça va être... Ils vont faire les séries pour les 5, 6, 7 prochaines années, assurément. Quand tu regardes cette équipe-là, elle est assez complète, en fait. C'est sûr qu'ils partaient de loin. Ils ont probablement une des années les plus toxiques là, avec Urban Meyer. Mais ça va vraiment bien. Ils ont probablement besoin de vrais bons receveurs. Là. Mais tu sais, je suis pas sûr que Christian Kirk puis Zay Jones... Bon, il y a Marvin Jones qui est un vétéran, mais encore là, est-ce que Marvin Jones ne pense pas que c'est un vrai premier receveur? Là? Mais sinon, en dehors de ça, je pense que ça regarde bien pour le futur de cette équipe-là. Ce qui est le fun, c'est que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison morte, parce que justement, ils ont pas grand trou à boucher. C'est plus d'aller chercher vraiment des vrais numéros 1 à certaines positions. Mais c'est une équipe qui est quand même assez complète. Ça regarde vraiment bien pour les Jags. Sinon, on va y aller avec le match... Attends, vas-y, t'avais quelque chose à dire? Non, mais c'est ça. Mais j'ai vraiment été impressionné par les Jags cette année. Puis je regardais ça. Tu sais, oui, c'est Christian Kirk, Zay Jones, c'est pas mal le même joueur. Puis Marvin Jones, ben lui, c'est un vétéran. Puis je pense que Christian Kirk est mieux placé pour être un très bon slot receiver. Puis ils ont vraiment besoin d'aller chercher un joueur d'impact au niveau des receveurs, mais ce qui leur a vraiment facilité la vie au niveau du jeu par la passe, c'est le jeu de Evan Engram, le tight end. Oui. Gagné, qui avait toujours eu beaucoup de potentiel du côté des Giants quand il a été repêché, mais il y a eu beaucoup de blessures. Puis un des problèmes, dans le fond, une des choses qui est arrivée cette année, c'est que
il a mené Evan Engram, c'est lui qui a mené la ligue au niveau des yards after catch pour les Titans. Il a gagné 5 verges yards after catch. Donc, il a été un joueur d'impact, puis il a réussi à allonger beaucoup de jeux. Donc, ça a été une super belle surprise, puis il a vraiment participé au succès des Jags. Je pense que les Jags, c'est la seule équipe de la AFC South qui ont un bon corps arrière. Oui, mais en fait, là, quand là, tu regardes la descente des Titans, si tu regardes les équipes dans cette division-là, les Colts, ça s'en va nulle part pour 2 ans. Les Titans, ça décline. Puis les Texans, ben, c'est ça. Les Texans. C'est ça. Fait que ouais. Sinon, ben, mes Eagles ont planté les Giants. Je m'attendais pas à ce que ça soit. Ouais. On s'attendait à ce que les Eagles gagnent, là. On s'entend. Mais on s'entend, là, les Giants, tu sais, à New York, c'est un peu comme à Dallas. Il y a un peu le même genre de. Après la victoire, en fait, là, des Giants contre les Vikings, là, il y a le même genre un petit peu d'enflure comme on retrouve à Dallas. Là, tout d'un coup, Daniel Jones, c'était une star comme corps arrière. Mais on s'entend, là, les Giants ont gagné contre les Vikings qui ont la pire défense de la ligue. Là, ils se retrouvaient contre 4 joueurs en défensive qui ont au-dessus de 10 sacs. Écoute, ça même pas. J'étais chez des amis, en fait, pendant le match, là, puis j'écoutais après la première demi, j'écoutais le match du coin de l'œil. Ben, c'est ça, tu sais, comme on regarde, Daniel Jones, il a réussi 15 passes en 27 tentatives pour 135 verges. Ouais. Son rating était 53. Donc, il aurait difficilement pu être moins productif. Il n'a pas lancé de toucher, il a lancé une interception. Puis, de l'autre côté, Jalen Hurts, tout ce qu'on voulait savoir, c'est dans quel état il était, puis comment est-ce qu'il allait pouvoir progresser vers la finale de conférence. Puis, on n'y en a pas demandé beaucoup, là. Comme j'ai dit, 16 en 24 pour 154 verges. C'est pas des statistiques gagnantes, c'est pas des statistiques impressionnantes. Puis, on a vraiment tenté de solidifier le jeu par la course. On s'entend que quand ta défensive réussit à performer du niveau qu'elle a performé, il n'y avait pas grand-chose. C'est Kenneth Gainwell qui est le deuxième running back de l'équipe qui a mené l'équipe 12 courses, 112 verges. Miles Sanders, 17 courses, 90 verges. Donc, on s'est occupé de gérer le temps de possession. On n'a pas demandé à Jalen Hurts de lancer le ballon trop. Ça a été juste une victoire efficace et lourde. Puis vraiment, rendu là, on n'a pas de problème. Les Eagles ont joué comme on pensait qu'ils allaient jouer. La défensive a été solide. Là, il va falloir savoir un peu dans quel état est-ce que A.J. Brown est, parce qu'il s'est quand même blessé pendant la partie. Donc, il n'a pas eu beaucoup d'impact. Il a attrapé 3 ballons pour 22 verges. Donc, c'est pas ça. S'il n'est pas en santé la semaine prochaine, on va voir comment ça va affecter le reste du match. Mais somme toute, les Eagles, c'était vraiment un match qui allait gagner. Tout le monde savait qu'il allait gagner. Puis il fallait juste pas qu'ils fassent comme les Chargers puis se blesser à tour de bras puis de plus avoir de mission pour la semaine prochaine. Donc, c'est mission accomplie pour les Eagles. Ils vont être prêts à affronter les 49ers, puis on s'attend à rien de moins que ça. Les Eagles, puis la semaine prochaine, contre les 49ers, ça va être le gros match. Ouais. Ça c'est clair. C'est clair. On va en parler tantôt. Ça, c'est vraiment un match qui est super intéressant pour un amateur de football. Ouais, fait que non, c'est ça. Mais tu sais, pour les Eagles, en fait, c'est un match, il fallait absolument qu'ils gagnent. On s'entend, là. À part Saquon Barkley, là, quel autre joueur aura un poste de joueur partant chez les Eagles? C'est des Giants, là? En 30 secondes, là. Aucun. Ah, non, c'est ça. Leurs joueurs de ligne intérieure sont vraiment bons. Ouais, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, mais tu as vraiment remplacé Jordan Davis puis Fletcher Cox par Dexter Lawrence? Je suis pas sûr. Non, c'est ça. Mais les Giants, c'est une équipe qui a surperformé cette année, puis malheureusement, ça va être dur
parce que là, l'affaire qui arrive, c'est que comme il avait refusé l'option de 5e saison de Daniel Jones, il va falloir qu'il paye. Il va probablement en faire autour de 25-30 millions de dollars cette année. Il y a beaucoup trop d'argent pour le niveau de carrière qui est. Saquon Barkley, lui aussi, c'est un agent libre. Mais Saquon Barkley, ils peuvent lui donner 2 millions, puis il va être un bust. Ils peuvent lui donner 2 millions, il va être un All-Pro. Ou ils peuvent lui donner 10 millions, puis il va passer le reste de l'année à Cancun. On ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Là. Fait que, ses genoux sont finis, ses tendons d'Achille sont finis. Donc, je comprends. Je sais pas, ils n'ont pas un bon. Darius Slayton, c'est leur meilleur receveur de passe, puis c'est pas son numéro 2. C'est une équipe qui est extrêmement bien coachée, mais c'est une équipe qui va avoir à. Elle est comme dans le cycle de vie, dans le fond, au lieu d'être en progression vers son pic, elle est plus sur sa pente descendante. Donc, il va falloir qu'il frappe un fond avant de se relever. Puis, parce qu'ils ont des gars en défensive qui ont besoin de payer. Là. C'est pas fini, là, cette histoire-là. Là. Ouais, c'est ça. Puis chez les Giants aussi, ils n'ont pas de. Ils n'ont pas une bonne position au repêchage. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont comme surperformé. Ouais. C'est un peu comme une équipe qui n'est pas capable de tanker comme il faut, là, comme les Jets qui ont gagné le dernier match de leur saison, là, 2 ans, puis ils ont perdu, Lawrence, puis il a fallu qu'il draft Zach Wilson. Ouais. Il n'est pas capable d'être poche. Ouais. Sinon, allons-y avec le match. On va y aller. Bon, là, ça, c'est le match que je vais bitcher. Là. J'avertis. Les Bengals contre les Bills. C'était le seul match pour moi qui était comme. Le seul match que je voyais pas un gagnant clair dès le départ. Bon, là, les Bengals ont quand même dominé. Moi, je prenais pour les Bengals, évidemment. Tu sais que j'ai un petit crush sur Joe Burrow. Mais là, les Bengals ont clairement dominé les Bills. Les Bills étaient à domicile. Écoute, là, la température... Et ça a fait ressortir quelque chose que je reproche aux Bills depuis 2 ou 3 ans. C'est offensivement... J'en ai parlé dans le dernier podcast que je parlais de l'importance de l'entraîneur-chef. Et les Bills, offensivement, ils n'ont pas d'identité. C'est Josh Allen ou c'est rien. Et le dernier match, Josh Allen n'a pas réussi à être meilleur que la défensive des Bengals. Et puis, tu sais, à ce moment-là, les Bills n'avaient plus aucune autre option. Stephen Diggs a été absent du match. Le jeu de course, évidemment, n'a jamais été établi. La ligne offensive n'est pas très bonne. J'en ai parlé la semaine passée. Sean McDermott a besoin, pour la saison prochaine, d'engager un coordonnateur offensif de haut calibre. Là. Parce que ça fait 2 saisons en ligne que c'est ça. Là. Ben, l'année passée, la défaite des Bills, bon, on s'entend, c'était un espèce de shootout. Mais là, depuis que Brian Daboll est parti, justement, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit un match serré, mais là, littéralement, les Bengals, ils ont dominé de toutes les manières. Et là, on s'entend, c'est une équipe qui est une philosophie défensive. Ils les ont attaqués par la course, par la passe, tout marchait offensivement. Les Bills se sont vraiment effondrés à la maison. Les Bills, dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'adapter leur défensive à la température. Ça, si tu écoutais le match en anglais, Tony Romo n'a pas arrêté d'en parler, c'est que tu peux pas jouer du zone où tes joueurs défensifs ont besoin de faire des gros mouvements latéraux si ton terrain est glissant puis tu n'as pas de pogne avec tes pieds. Oui, exactement. Donc, la défensive des Bengals, elle a juste tué coup après coup après coup. Puis Leslie Fraser, le coordonnateur défensif des Bills, est un excellent coordonnateur défensif, mais ils n'ont pas été capables de s'adapter assez vite. Puis au niveau offensif, on dirait que Allen n'arrivait pas à lancer le ballon où est-ce qu'il devait être.
Il était toujours derrière, il était Oui, toujours au bout des oui, doigts. Le oui, ballon était jamais à la bonne place. oui. Mais ça, j'en avais déjà parlé aussi. Euh, je pense que depuis le départ de Dable, Josh Allen régresse un peu. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Tu Ça se peut. sais, Un bon il... coordonnateur offensif, c'est comme un horse whisperer. Lui, il maximise le potentiel de Oui, ton corps arrière, de ben ton c'est ça. offensif. Si ton coordonnateur offensif n'est pas dans l'oreille de ton corps arrière, ça va pas fonctionner. Ben c'est ça. Comme, comme Tom Brady avec les Bucks cette année, tu sais, c'est la même Ouais, chose. ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Josh Allen, puis ça vient un peu ce que je reproche aux Bills, en fait, là. Tout dépend de Josh Allen offensivement. Sean McDermott, je suis pas convaincu que c'est le coach qu'il faut pour les Bills non plus. Comme je disais, je sais dire, il y a une trend en ce moment dans la NFL. Écoute, les meilleurs entraîneurs défensifs cette année, c'est Sean McDermott, puis Staley avec les Chargers. Je pense que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les entraîneurs défensifs vont graduellement. Les entraîneurs-chefs défensifs vont graduellement laisser place à des entraîneurs-chefs offensifs. Parce que le jeu change. Le jeu change. Et je pense que c'est essentiel pour le développement, en fait, de la nouvelle génération de carrière qui arrive. Là. Tu sais, quand on voit ce que Brian Dable a fait avec Daniel Jones, c'est hallucinant, là. Et c'est Daniel Jones, là. Daniel Jones est agent libre demain matin. Il n'y a pas grand monde qui se bat pour lui, là. À part les Falcons, peut-être, je suis une espèce d'équipe poche de même. Là. Il va peut-être finir avec la Caroline. Mais non, je suis d'accord avec toi. Hmm. Il est médiocre. Il a eu la meilleure saison de sa carrière. Il a lancé pour 3000 verges. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, on y reviendra dans la saison morte là-dessus. J'ai eu beaucoup de doutes par rapport aux Bills parce que même défensivement, comme tu as dit, ils se sont pas ajustés. C'est supposé être une équipe avec une philosophie défensive. Ça m'a vraiment surpris ce match-là. J'ai pas su comment l'analyser. Je vais t'avouer que du côté des Bills, du côté des Bengals, ceci dit, là je vais y aller parce que c'est juste de ça que je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Les Bengals, c'est une équipe. Ça fait longtemps, longtemps. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont numéro 1 dans ma tête, dans la ligue. Défensivement, sont forts. Offensivement, sont forts. Il y avait 3 joueurs de ligne offensive blessés. Malgré tout, ils ont réussi littéralement. Ils ont donné du temps à Joe Burrow pour lancer le ballon. Et Joe Burrow, honnêtement, là, de toute la nouvelle génération de corps arrière, c'est lui que je vois qui va... Ben évidemment, non, on s'en reparle dans 5 ans, peut-être que j'aurai tort, mais c'est lui qui a le plus de chances d'avoir une pérennité dans cette ligue-là. Le gars est capable de courir, est capable de se zapper, est capable d'être mobile, mais il cherche pas à faire ça. Il le fait seulement quand c'est nécessaire. Tu sais, là, j'ai vu dans ce match-là, un match qui offensivement était dur à jouer. Il a été extrêmement efficace au niveau de la passe. À un moment donné, là, même Tony Romo disait, voyons donc, il neige, puis le gars il continue à en passer. Ses lectures avant la remise, là, les pre-snap reads. Ça me rappelait Peyton Manning puis Tom Brady. Le gars est jeune, il a 24 ans, je pense. Et il pointait là, à sa ligne offensive, il pointait, OK, le blitz s'en vient de là, le blitz s'en vient de là. Il battait à peu près toutes les blitz. Honnêtement, ce gars-là, pour vrai, les Bengals ont trouvé leur carrière de franchise. Je pense que les Bengals vont être une force, vont être qui vont se retrouver dans les séries, qui vont aller loin dans les séries pendant plusieurs années grâce à ce joueur-là. Tant qu'il va lancer le ballon, tant qu'il va pouvoir lancer le ballon à Jamar Chase puis à T. Higgins. Ah non, mais attends un peu. Tu sais, ils ont Hurts comme receveur inséré, Joe Mixon comme porteur de ballon. C'est un des meilleurs. Ouais, c'est ça. Puis ils ont une très qui est très sous-estimé là. Ouais, puis ils ont une très bonne défensive. Pour vrai, ce gars-là, puis ce gars-là, sa façon de jouer, il est athlétique, Burrow, mais il se met pas en danger comme
Josh Allen, par exemple, ou Jalen Hurts. Mhm. Tu sais, le Josh Allen, sa carrière pourrait bien être finie quand il va avoir 30-31 ans, là. Ouais. Tu sais, Bon, il pourrait durer jusqu'à 38 ans comme Ben ouais, Roethlisberger. c'est Là. ça, ouais. Lui, Ben là, oui, il non, bâtit ça. comme une montagne. Non, c'est ça. Il a pas mal aux genoux. Mais en tout cas, c'est ça. Je pense que les Bengals, moi, c'est mon équipe pour aller au Super Bowl et le gagner cette année. Je pense qu'ils vont battre les Chiefs, on Mhm. va en parler tantôt. Je vais être fourré en maudit si Ouais. les Eagles se rendent au Super Bowl, mais ça, on va s'en reparler. D'ailleurs, tu me vois pas, moi, mais j'ai un Pas chandail mon de. problème à avoir. Non, mais j'ai un chandail de Joe Burrow sur le dos en ce moment. Ah, Mais c'est ça. Mais c'est correct qu'au Super Bowl, si c'est les Eagles contre les Bengals, je te passerai mon chandail des Bengals. nice. Merci. Parce que mon chandail des... je trouve pas mon chandail des Cowboys. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est bon. Ensuite de ça, bon, pensons au match. Au match. Les Au Cowboys contre les match. Dans le fond, Niners. ça avait le potentiel. Exactement. Ça avait le potentiel d'être un grand match. Ça avait le potentiel d'être le meilleur match de la semaine. Mais ça a surtout été le match le plus frustrant, je pense, Ben, de la semaine, pour un de fan des loin. Cowboys, je comprends, là. Non, mais même ça, même du côté des 49ers, Brock Purdy n'a pas été dominant. Là. Non, non. Ensuite, pour 214 verges, pas lancé de toucher, pas lancé d'interception. Euh, le jeu par la course était bien. Elijah Mitchell, c'est lui qui a mené tous les running backs des 49ers, puis il a gagné 51 verges par la course. Christian McCaffrey a gagné 22 verges par la passe, puis 35 verges par la course. Donc, on s'entend que la défensive des Cowboys a été dominante. Elle a réussi à maintenir la majorité des armes offensives des 49ers qui ne sont pas appelés George Kittle parce que ce gars-là, c'est comme si un laboratoire avait dit OK, t'aurais regardé Rob Gronkowski, il aurait dit on va lui donner à peu près 35 points de QI de plus, on va le rendre un petit peu plus athlétique. Ouais. Ça a donné George Kittle. Fait, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Là. George Kittle, c'est le meilleur. C'est probablement après Jason Kelsey. Après Kelsey, c'est le meilleur tight end de la ligue. Mais moi, ce qui m'a surtout frustré tout le long de la partie, c'est à quel point Dak Prescott a été incapable de capitaliser sur des opportunités de haute qualité. Il y a les Cowboys ont très mal performé au niveau des troisièmes essais. C'est sûr que lorsque Tony Pollard s'est blessé à la cheville, ça a ça a changé les plans offensivement des Cowboys parce qu'ils avaient besoin de pouvoir établir le play action. Ça a été très dur. On s'entend pour dire que Tony Pollard a couru 6 fois pour 22 verges, puis une fois qu'il est parti, Ezekiel Elliott a couru 10 fois pour 22 verges. En tant qu'équipe, les Cowboys ont gagné 80 verges par la course. Donc, c'est médiocre. Ça ne fonctionne pas comme ça, surtout quand ton corps arrière a des limites au niveau des jeux explosifs. Toute la saison, on a parlé des Cowboys comme une équipe qui n'avait pas un vrai joueur numéro 1. Il n'y avait pas un jeu par la passe qui était explosif. CeeDee Lamb, il est très, très bon. C'est pas une vedette. Michael Gallup est très inconsistant. Puis après ça, je veux dire, ils ont Noah Brown, T.Y. Hilton, Kevontae Turpin. C'est qui ces gars-là? Là? C'est des gars qui ne font même pas une équipe. Là, c'est une équipe normale. Ça a été très, très dur pour l'offensive des Cowboys. Dak Prescott est payé comme s'il était un des top 5 corps arrière de la Ligue. Parce que lorsqu'il a son année recrue, il jouait comme s'il était top 5 dans la Ligue. Mais il a été blessé. Fait qu'on lui a donné une chance. Puis là, il a été blessé. Fait qu'on lui a donné une chance. Mais là, il est le temps de se rendre compte que Dak Prescott va progressivement devenir un boulet de plus en plus lourd pour les Cowboys. Mais surtout, je pense que l'an avec prochain. Ezekiel Elliott qui ralentit.
pense que Mais l'année prochaine, ils ont pas vraiment de marge de chute. Ben, c'est ça, mais je pense que Prescott l'année prochaine, sur la masse salariale, c'est le deuxième carrière que son salaire prend le plus de masse sur la masse salariale d'une équipe. C'est ça. Puis il va le renégocier. Une partie de son salaire va devenir un bonus, blablabla. Ils vont finir par nettoyer l'espace, mais il va continuer à être un boulet parce que tant qu'il est là, ils seront pas capables d'amasser les munitions qui sont nécessaires pour pallier pour ces lacunes. Ezekiel Elliott, je pense que l'année prochaine, ils vont juste ils vont manger leur pain puis ils vont le couper. Tony Pollard, je pense pas qu'ils vont être capables de le garder. Puis je pense que ça veut dire que c'est une mauvaise idée de garder Tony Pollard. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais Tony Pollard, il a vraiment régressé au fur et à mesure que la saison avançait. Il va demander de l'argent de coureur numéro 1. Ben oui. Puis, Tony Pollard, c'est plate à dire, là, mais t'en as plein en troisième ronde. Ouais, c'est ça qui arrive. Des gars rapides, ouais. élusifs, qui sont capables de faire beaucoup de mouvements latéraux. C'est pognes partout. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, ce qui est encourageant, par contre, c'est la défensive des Cowboys. Ils ont un très, très bon safety. Diggs était quand même bien. Il n'a pas été excellent, mais il a été bien. Mais c'est vraiment Micah Parsons, puis Dexter Lawrence, puis ces gars-là, ils sont tellement dominants. J'ai vraiment aimé les voir se relever au défi de jouer contre les 49ers, qui ont le meilleur joueur défensif de la Ligue en ce moment, en Bosa. Donc, c'était bien, mais dans le fond, les Cowboys, eux, ils vont avoir beaucoup de questions au niveau de la saison morte. On va en parler plus tard. Les 49ers, eux, ont aussi beaucoup de questions par rapport à comment s'organiser pour la semaine prochaine, le match de la semaine prochaine contre les Eagles, parce que Brock Purdy, il peut pas juste lancer pour 200 verges puis s'attendre à gagner contre les Eagles. Ouais, mais les 49ers peuvent pas s'attendre à gagner, à courir pour 100 verges en tant qu'équipe. Ouais, Brock Purdy contre les Cowboys, d'ailleurs, lorsqu'il y avait de la pression sur le carrière, et ça c'est vraiment fou, là, parce que Brock Purdy a eu de la pression 11 fois seulement dans tout le match, là. Il y a 2 passes complétées. Si je me souviens bien, il y a 2 passes complétées en 11 fois qu'il y a de la pression. Tu sais, il a pas bien performé sous la pression. Oui, les Cowboys sont capables de mettre la pression sur le carrière, mais les Eagles, je le rappelle, ont 4 joueurs qui ont plus de 10 sacs du corps cette année. Ouais. Honnêtement, je suis un peu déçu de la performance des 49ers. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus dominants que ça, puis ça m'a un peu montré que 49ers, ils ont peut-être bénéficié d'un parcours quand même assez facile. Parce qu'on s'entend que la NFC West, ça n'a pas été la grosse division qu'on pensait. Là, donc, ouais, je comprends. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Mais ça, on va en parler juste après. Ouais, ça, on va en parler juste après. Moi, ce que j'ai pensé, pour ce qui est des Cowboys, leur saison est finie. Faut que les Cowboys commencent à penser à remplacer Dak. Là. Comme tu as dit, on s'en est parlé un peu avant. Dak a surperformé dans son carrière. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon que ça. Mais là, on a vu de quoi il était capable. Et clairement, c'est pas assez pour avancer en série. C'est pas assez pour aller loin. Puis j'enlève rien au gars, là, on s'entend. Là. J'enlève rien à Dak Prescott. Ce qu'il a fait, c'est vraiment... c'est bien. Sauf que là, tu sais, tu vas avoir des contrats qui vont arriver comme celui... Le choix de quatrième ronde, il excelle. Là, c'est ça. Mais ça va prendre... Et il va falloir, en fait... Parce que si tu veux garder le noyau de l'équipe, qui sont des gars comme Parsons, comme C.D. Lamb, t'es as tous nommés tantôt, tu pourras pas avoir un corps arrière qui est déjà établi. Si tu veux fitter dans ta masse salariale. Donc, ils vont devoir, à mon avis, faire des appels
puis faire certains mouvements pour aller chercher un corps arrière, aller recruter un corps arrière de premier plan dans les prochaines années. Ils n'auront pas le choix. Mais le Ouais, problème, sauf que le problème aussi avec les Cowboys, tu sais, les Niners sont allés en série avec Garoppolo, quoi, 2, 3 fois? ouais, Même deux après, fois. même après s'être rendu en finale de conférence avec Garoppolo, ils ont quand même essayé de le remplacer parce que ça n'avait rien Garoppolo. Mais les Cowboys, les Niners, pardon, avaient l'esprit clair. Ok, Garoppolo, il nous a amené là-bas. Il nous a amené là. Mais notre équipe aussi nous a amené là. Garoppolo n'est pas assez bon pour qu'on aille plus loin. Et les Cowboys auraient dû faire ce constat-là il y a 2, 3, 4 ans. Là, il faut qu'ils le fassent, là. Mhm. C'est le temps, là. Parce que il y a trop de bons joueurs sur cette équipe-là, là. Il y a trop de bons jeunes joueurs sur cette équipe-là. Si on garde un carrière qui coûte cher comme Dak, puis qui, par rapport à sa paye, qui sous-performe par rapport au prix qui est payé, là, je veux dire, cette équipe-là ne pourra pas garder la profondeur qu'elle a en ce moment. Elle ne pourra pas la développer, tu sais. Ouais, je comprends, mais tu sais, comme tu vois, cette année, l'année prochaine, en 2023, Dak Prescott, son cap hit va être 49 millions, puis il va compter 89 millions sur la masse salariale s'il coûte. Ouais, c'est Donc, ça. Mais c'est pour ça c'est que je pas dis. durable. C'est pour ça, Ça va être l'année exactement. d'après qu'il va Mais c'est pour falloir ça le que je dis. recruter, Tu là. sais, exact. Ça sera pas dans la saison morte, dans cette saison mortie. Mais faut falloir que. Là, faut que les Cowboys ils commencent à penser à le remplacer, là. Il faut, là. Ouais. Sinon, Puis, ça n'a pas besoin d'être un choix de première. À vrai dire, l'affaire qui arrive, c'est que les Cowboys ont joué contre une équipe qui était miroir à eux, où oui. il y avait un corps arrière, une équipe qui a un très bon jeu par la passe, une équipe qui a un corps arrière qui a pas été Moi, je pense qu'en fait, recruté hautement, on Les s'entend. Niners Monsieur pis les Evans, Eagles, c'est c'est des capable équipes de shooter. miroirs. Ouais, mais où je voulais en venir, c'est que les Cowboys, s'ils veulent gagner avec un corps arrière comme Dak Prescott, il faut qu'ils lui en demandent de faire moins, mais il faut qu'ils soient capables de out-scheme, de truquer leur adversaire de manière à cacher les lacunes de Dak. Ouais. Faire comme ils ont besoin de Carl Shanahan, en gros, là. Ouais, c'est ça. Ou il y aurait besoin d'un Sean Payton, quelqu'un qui est capable de gérer une équipe, de garder une équipe au niveau élite avec un corps arrière qui a un grand spaghetti comme Drew Brees. Là, tu sais. Ouais, ouais. Si tu, c'est ça l'affaire qui arrive, c'est que Mike McCarthy, on peut en parler comme à tous les jours, là, de à quel point c'est pas un bon coach. Tu sais, il a fait ses preuves quand même, il est ce qu'il est. Le problème, je pense que c'est que, encore une fois, Jerry Jones il est trop fidèle à ses employés. Puis Kellen Moore, c'est peut-être pas la grosse affaire non moi, plus. Là. moi, je pense pas Parce que que le Jerry dernier Jones. jeu, là, Moi, je pense pas que Jerry Jones est trop fidèle à. Oui, le je dernier pense que jeu. Jerry Ok. Jones, il fait confiance à la personne qui donne son Non, pudding le mais matin. attends un peu. Attends un Je peu. pense qu'il est Non, rendu non. Moi, là. en fait, j'ai une opinion contraire de Jerry Jones. Mais. Oui, le dernier jeu des Cowboys, oui, ça c'était weird, mais ça c'était juste weird. Ça c'était désespéré. Et moi, Jerry Jones, tu vois, je pense que c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Jerry Jones a besoin d'être le alpha. Puis je pense que Jerry Jones, c'est peut-être pas un si vrai alpha que ça. Il veut pas un autre alpha qui va le remettre en question. Un Sean Payton, ça y fait peur. Moi, c'est ça que je pense. Tu sais, il a besoin de dire ah, je suis allé chercher De Dak faire passer dans Prescott. le sens du poil, puis dire oui, oui, Ouais, je fix suis allé chercher Dak Prescott en 4e ronde. Checker le deal que j'ai fait. Tu sais, dans le sens que. Tu sais, Sean Payton, d'ailleurs, Sean Payton a dit. Tu sais, Sean Payton n'ira pas à Dallas pour la seule. Il l'a dit dans une émission de télé de sport. Il a demandé ce qu'il cherchait. Pardon. Mhm. Il a dit il cherche un carrière. Puis a good Mhm. ownership.
Ce que ça veut dire, quand t'es Sean Payton, c'est Ok. un propriétaire qui te crisse patience puis qui fait ce que tu lui demandes. Ouais. Puis un GM qui travaille sous toi, là. Exactement, Il GM veut qui est être ton un bras droit, général. là. Ouais, c'est ça, ton bras droit. Donc, c'est ça. Donc, non, c'est ça. Mais ça, Mhm. on va parler plus tard de Sean Payton parce que moi, c'est comme... En tout cas. Parce qu'on Euh, va en parler toute la ouais, saison morte de Sean Payton ok. jusqu'à temps que la saison commence. Fait que là, on switch aux prévisions de la semaine prochaine. Ouais. Ok, good. Fais donc la prévision pour ton match des Cowboys. Je suis sûr que on va Des goals? switcher. We're gonna switch it up. Pour Ouais, fait que fais les la goals. prévision pour la NFC. Moi, je vais faire la prévision. Ok. Les Eagles vont battre les Niners. Ça va être extrêmement serré. Attends un peu. J'ai un petit speech sur ce match-là. Ce que j'aime de ce match-là, là, Vas-y. ok, ce que j'aime de ce match-là, c'est que c'est pas une guerre de corps arrière, genre Burrow contre Mahomes, Burrow contre Allen, Mahomes contre Lawrence ou name it, là. Genre Tua contre Herbert. C'est pas ça, là. C'est pas à propos des carrières tant que ça, là. Oui, il y a l'histoire de Brock Purdy qui a 7 victoires en ligne, puis c'est une super belle histoire. Oui, Jalen Hurts, on pensait tous que c'était un carrière qui était juste bon pour le collégial, puis que c'était un porteur de ballon, plus qu'un gars qui fait lancer le ballon, on s'entend, là. Mais, attends un peu, là. Mhm. Il y a Darius Slay là-dedans. Il y a George Kittle, qui est un tight end qui a 10 touchés. Il y a Christian McCaffrey qui a 500 verges par la passe, 1000 verges par la course. Fred Warner, Lane Johnson, ça fait 2 ans qu'il n'a pas accordé un sac du corps. T'as AJ Brown, t'as Jason Kelsey, t'as Trent Williams, t'as Nick Bosa, t'as, puis là, Debo Samuel, Brandon Ayuk, tu sais, Miles Sanders, c'est comme, ces deux équipes-là, là, sont stackées, pis on n'est pas comme, sont bonnes à, sont loadés de talent, là. Ouais. Là-dessus, là, le potentiel du temple de la renommée là-dedans, là, mais juste les gars que j'ai nommés, là, t'en as 5 au temple de la renommée. Nick Bosa, ça va être au temple de la renommée. Jason Kelsey, sûr que c'est au temple de la renommée. Jason Kelsey va finir dans le top 3 des meilleurs centres de l'histoire du football, là. Lane Johnson, c'est au temple de la renommée. Tu sais, dans le sens que c'est écœurant, là. C'est pas à propos des QB, là. C'est deux mastodontes d'équipes qui Oui. s'affrontent. Oublié le meilleur. T'as oublié le meilleur gars dans le temps de la renommée, le meilleur de tous ceux que t'as nommé, Trent Williams. Qui est probablement le meilleur, Trent Williams, Trent Williams qui qui a fait disparaître Micah Parsons justement au match contre les Cowboys. Donc, ce match-là, j'ai tellement hâte de l'écouter. 37 ans. Ouais, je sais. Et il a été un mur de briques, là. Mais, en tout cas, ce match-là est tellement intéressant parce que le football est tellement rendu centré sur le corps arrière. Des fois, je trouve que ça en devient un peu abrutissant. Ce match-là, ben oui, Jalen Hurts peut faire la différence. Mm. Mais ça reste que je suis pas convaincu que Jalen Hurts serait aussi bon s'il était, par exemple, avec les Panthers. Je pense que si c'était avec les Panthers, on n'en parlerait pas de Jalen Hurts. Tu sais? J'en reviens au gars, là. Le gars, il travaille fort, il a des tics de travail exceptionnels. Mais si c'était avec les Panthers, on n'en parlerait pas de Jalen Hurts. Probablement que Jalen Hurts, sa carrière serait finie dans 1 an et demi, là. Mais, c'est ça, c'est pas un match qui est QB-centric, là, pour utiliser l'expression que j'ai entendue en anglais. C'est vraiment un match de foot de deux grosses équipes. Ceci dit, pas le choix de prendre pour les goals. La différence, à mon avis, deux excellentes ligues offensives, deux excellentes défenses, des groupes, des armes offensives, là, Miles Sanders, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert. De l'autre bord, t'as George Kittle, Debo Samuel, Christian McCaffrey. La différence, ça reste que c'est une ligue de corps arrière. Jalen Hurts est meilleur que Brock Purdy. C'est ce qui va faire la différence dans ce match-là. Les Eagles gagnent. Tu sais quoi, je suis un petit peu d'accord avec toi, juste à cause de la performance. Si les 49ers avaient été plus dominants offensivement contre les Cowboys, j'aurais dit que les 49ers gagnaient pour sûr, parce que la défensive des Cowboys est quand même solide, pas aussi bonne que celle des Eagles, mais justement. Mais je te lance la question d'une autre manière.
pour que les 49ers gagnent, combien de sacs du corps est-ce qu'il faut que Nick Bosa aille? C'est dur, saquer Jalen Hurts. C'est dur. Parce qu'il y en a eu 2 contre Dak Prescott. Ouais, mais attends un peu, là. C'est dur. Jalen Hurts est beaucoup plus athlétique que Prescott, puis Jalen Hurts, il squatte 600 livres, là. Il est plus rapide que Dak Prescott, il est plus... Il est, il est plus fort, il est plus rapide. C'est dur, saquer Jalen Hurts, c'est dur. Fait que s'il sac 2 fois, mettons, 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'il Ben, c'est parce que... Jalen Hurts a couru pour sa vie toute la game. Ben non, mais c'est parce que Purdy aussi, de l'autre côté, ça va être... Sacré. Ouais, non, c'est... Mais Purdy va vivre la même chose de l'autre bord, là. En fait, Nick Bosa, c'est le meilleur... Dans ce match-là, là, c'est le meilleur pour mettre de la pression sur le corps arrière. Entendons-nous? De tous les joueurs des deux équipes. Ouais. Ouais. Mais les Eagles, comme je t'ai dit, ont 4 joueurs qui ont plus de 10 sacks. La pression avec les Eagles, elle arrive de tous les bords, tous les côtés. Et Brock Purdy, ok, il est athlétique pis tout, mais Brock Purdy, c'est pas Lamar Jackson, là. Il peut pas se sauver de 4 gars, là. Non. Il y a comme 2-3 étapes avant. C'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que je dis les goals. Évidemment, j'ai un billet. Allons au prochain match. Donc, là, ça va être mon tour. Là, je me sens mal parce que je n'ai pas préparé de speech. J'ai pas le drapeau des États-Unis qui vole dans les airs tranquillement là, pendant que je parle, là, comme toi, t'avais. Là. Mais ben, c'est un peu un match. Ouais, vas-y. 2 choses. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ben, c'est un match anticlimatique parce que Mahomes s'est blessé. Ouais. Un Mahomes en santé, le problème avec ça, c'est vraiment, vraiment, à vrai dire, tout le narratif de cette saison-là pour les Chiefs, tout le narratif autour de Patrick Mahomes, puis le match-up contre les Bengals, parce qu'on s'entend que les Bengals ont dominé les Chiefs cette année. Oui, absolument. Puis Mahomes, il va probablement gagner le MVP. Il a lancé pour 5 000 verges. Il a lancé pour plus que 40 touchés, ce qui est incroyable. Il a perdu Tyreek Hill. Il a été plus performant. Travis Kelce a eu la meilleure saison qu'un tight end a eu de mémoire récente, probablement depuis toujours. Donc, tout ça, offensivement, te porte à croire que les Chiefs sont une machine instoppable. Tu peux rien faire avec ça. Par contre, trop souvent, les Chiefs ont besoin du génie à Mahomes, de genre lancer un ballon sidearm de reculons dans les airs à un certain angle pour qu'il pogne dans le Je suis tellement d'accord avec toi. Là. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Là. Fait que c'est ça, trop souvent, on a besoin du génie à Mahomes qui joue hors structure. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que il y a une blessure qui est quand même grave, qui d'habitude, un joueur qui a une fracture, une entorse haute de la cheville, un high ankle sprain, peut pas planter son pied et générer de la puissance avec parce que les tendons de sa cheville ne retiennent pas les os de son pied. Ouais. Tu sais, imagine André essayer de marcher quand à toutes les fois que tu fais un pas, là, tout ton pied s'écarte, tu sais. C'est impossible. Fait que là, tu lui demandes de courir pour sa vie, lancer le ballon. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? L'année dernière, les Chiefs ont perdu, puis ils commencent à avoir une petite idée dans le derrière de notre tête. Oups. Et les Bengals l'année d'avant, cette année, oui, ils sont super bons, mais ça reste que
on fait pas confiance à leur défensive. Donc, là, tu te ramasses avec une équipe dont le narratif a plus de négatif que de positif. Ouais. De l'autre côté, je dois l'admettre. Ouais, vas-y. Non, continue, je t'écoute. Je dois l'admettre. I'm a Burrow lover. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je trouvais qu'il y avait trop de hype autour de Burrow. J'étais pas. Je trouvais qu'il avait été overdrafted. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait pour lui, mais autour de lui. Mais j'ai vu une coupe de game des Bengals cette année, puis il est tellement bon. Il est tellement bon. Mais c'est ça, mais il lance tout le temps. Il lance le plus beau ballon que j'ai vu en longtemps. Ouais, mais sans blague, ouais. Puis moi, c'est, comme je t'en parlais tantôt, c'est lecture avant remise, là. Ça me rappelle justement Brady puis Manning. Dans 5 ans, ce gars-là, s'il continue sur la trajectoire qu'il est, il va contrôler le jeu offensif avant que le jeu commence. Tu sais, c'est déjà, là, tu sais, le match contre les Bills, là, on l'a vu, là, faire des ajustements, puis caler la défensive, là, puis tu sais, arrogant un peu, comme Manning était, pointer le gars qui va blitzer, puis dire, ouais, lui, il s'en vient, il blitz, ok, puis juste faire la petite page check-down où le linebacker aurait dû être pour la couverture. Tu sais, littéralement, il est super efficace contre le blitz. Mahomes, d'ailleurs, est un autre gars qui est super efficace contre le blitz. Mais Burrow, moi, je pense que c'est le gars, parce que justement, puis c'est son style de jeu plus traditionnel, peut-être moins intéressant à regarder, qui va permettre sa pérennité. Sinon, pour enchaîner avec ce que j'ai à dire sur ce match-là, justement, moi, je pense que les Bengals vont gagner. Je vais juste terminer. Oui. Ah, excuse-moi, je pense que c'était... Vas-y. Oui, vas-y. Moi aussi, je pense que les Bengals vont gagner. Mais moi, la grosse affaire, c'est que Jamar Chase est fait comme Terrell Owens, mais il est plus grand. Puis, oui, Terrell Owens, on n'en parle plus beaucoup, là. Ouais. Mais ce gars-là, c'est une montagne de muscles qui courait vite comme l'éclair. Puis Jamar Chase, il mesure 6 pieds 5. Puis, ben, il est peut-être pas 6 pieds 5, mais il a l'air de mesurer 6 pieds 5. Puis, il arrive à se perdre dans le jeu, puis à ton tir ouvert en plein milieu du terrain. Ouais. Il est furtif comme... il est furtif comme s'il mesurait 5 et 8, tu sais. Ouais, mais moi, le gars que j'aime le plus, ceci dit, en série... Je pense que les Bengals vont gagner. Le gars que j'aime le plus comme receveur, c'est Higgins. Higgins est vraiment le receveur efficace. Chase est un peu juste une menace comme sur les jeux verticales, les jeux profonds, des fois, je trouve. Mais Higgins, il peut vraiment il est fait tout. Il est fait tout, là. La slot, le jeu court, le jeu long, il est vraiment très bon. Fait que non, moi, j'y vais pour les Bengals. Puis si mes prédictions sont bonnes, ben je suis un peu fourré pour le Super Bowl parce que là, ça va être les Bengals contre les Eagles. Ouais. C'est correct. Fait que je vais te passer mon chandail de... Tu couperas ton t-shirt en deux, tu les recoudras tu les recoudras de chaque bord, comme ça tu auras un chandail moitié Eagles, moitié Bengals. Ah, je vais juste te passer mon chandail des Bengals. Nous, on va être à la même place au Super Bowl. Fait que je vais mettre mon chandail des Eagles, puis... c'est ça. Fait que sur ça, écoute, je sais pas pourquoi, mais ce soir on a eu beaucoup de difficultés techniques. Je pense que c'est la tempête de neige peut-être. Mais on va couper ça là parce que je te reçois, mais je sens que ça va couper bientôt. Fait que on s'en reparle la semaine prochaine. Bon football. Attention à toi. Ciao, man. Ouais, pareil.